Bonsoir à tous. 4 parties ce soir dans Bouge la France. Dans un instant, j'accueille Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste ici au Sénat, pour lui poser une question qu'on vous a posée également sur le site du Figaro.fr. Est-ce que l'opposition doit systématiquement s'opposer? On va bien sûr parler de toute l'actualité. On va passer en revue justement et essayer de comprendre comment les socialistes peuvent jouer leur rôle d'opposition. Ensuite, on changera de milieu. On parlera des requins. C'est un film qui sort demain, Les Seigneurs de la Mer, et qui défend les requins. C'est vrai que les requins nous font peur, tous, depuis qu'on a vu Jaws, donc petits. En fait, ils ne sont pas du tout méchants, et surtout, ils sont en voie de disparition. Il faut les aider. On aura 2 spécialistes qui nous expliqueront comment. Ensuite, on évoquera, parallèlement au procès Fourniret, les serial killers, les monstres qui tuent en série. C'est vrai que c'est aux États-Unis qu'ils sont les plus nombreux au niveau de la densité, mais il y en a également en France. Et j'accueillerai 2 auteurs, justement, qui viennent de sortir des livres les concernant, principalement sur Fourniret, Frédéric Mazet et Jean-Pierre Vergès. Ensuite, on partira aux États-Unis, justement, mais là pour la primaire, pour la campagne américaine des démocrates, avec Hillary Clinton, qui connaît vraiment des difficultés maintenant dans sa campagne, avec son équipe qui s'étiole, et puis des sondages qui lui sont de moins en moins favorables, mais on en voit vraiment le bout. C'est pour bientôt les dernières primaires, dans 15 jours. Elle tient le cap. On essaiera de voir jusqu'à quand avec Crystal Fleming. C'est une universitaire qui est spécialiste d'Obama. Et puis Ted Stanger, que l'on connaît, notre ami journaliste américain. Dernier coup de fil sur les pharmaciens avec Jean Parot, le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Est-ce qu'on peut vendre tous ces produits pharmaceutiques dans les grands magasins et dans les grandes surfaces? Eh bien, il nous répondra. Voilà, c'est pour ce soir. Tout de suite, le journal. Saveria Orjeg. Bonsoir, Saveria. Bonsoir. À la une de l'actualité, la première motion de censure contre le gouvernement. Une motion rejetée sans surprise. En cause pour les socialistes, l'atlantisme du chef de l'État, illustré par l'envoi de renforts en Afghanistan. François Fillon a lui défendu la nécessaire lutte contre le terrorisme. En votant la motion de censure, nous exprimerons un double refus. Celui de voir nos forces sur un terrain qui n'est pas le leur et dans une mission qui n'est pas précisée. Et nous exprimerons le refus d'un retour vers l'OTAN, et ce faisant, nous défendrons l'indépendance de la France. En escomptant faire tomber le gouvernement sur la question afghane, insinue-t-elle qu'une autre politique que celle de la détermination et de la solidarité à l'égard du peuple afghan est possible? Si la gauche le croit vraiment, alors qu'elle expose clairement ses arguments et sa stratégie alternative, mais surtout qu'elle n'hésite pas à aller le dire au peuple afghan, les yeux dans les yeux, en lui disant « c'est fini ». Nicolas Sarkozy durcit le ton sur les politiques sociales qui ne peuvent, je cite, continuer à alimenter le déficit et la dette. En déplacement à Cahors, le chef de l'État a visé les dépenses de santé et de solidarité, mais également le revenu de solidarité active, le RSA, qui sera calibré en fonction des finances de l'État. Martin Hirsch prévient, lui, qu'il se refuse à faire un RSA au rabais. Le parcours de la flamme ne sera pas modifié. Décision ce soir du CIO et de son président Jacques Rogge. La flamme est arrivée tout à l'heure à San Francisco. Après le fiasco d'hier à Paris, Nicolas Sarkozy parle de spectacle un peu triste. Le chef de l'État décidera de sa participation à la cérémonie d'ouverture en fonction de la reprise du dialogue entre la Chine et le Dalai Lama. Il présente son projet comme une grande rupture. Philippe Dallier a dévoilé ses idées pour le Grand Paris. Le sénateur apparenté UMP propose la fusion de 4 départements. Des propositions critiquées au sein même de la majorité. Nicolas Béard. 4 départements supprimés, la proposition est de taille. Dans le Grand Paris de Philippe Dallier, les départements de la Petite Couronne pourraient disparaître. Pour le sénateur de la Seine-Saint-Denis, cet échelon supradépartemental permettrait une mutualisation efficace des politiques dans nombre de domaines. Il y a une cohérence entre les problèmes qui sont à Issy-les-Moulineaux, à Neuilly, à Ivry et à Paris intramuros. Ce sont les mêmes problèmes sur la pollution, sur la circulation, sur le logement. Beaucoup de problèmes sont communs, le traitement des déchets, le traitement de l'eau. Donc c'est les problèmes d'une grande métropole. Philippe Dallier dénonce un millefeuille institutionnel inefficace et coûteux. Communes, intercommunalités, départements, régions et États, il condamne une multiplicité d'interlocuteurs qui se court-circuitent les uns les autres. Ce n'est pourtant pas l'avis des conseillers généraux.
Je pense que si on devait créer une instance technocratique, on éloignerait encore plus les lieux de pouvoir des citoyens, et je pense que ça serait inefficace. Alors bien sûr que les coopérations sont nécessaires et incontournables, mais encore une fois, nous n'avons pas besoin de faire disparaître les départements pour avancer dans cette volonté. On va recréer une sorte de bureaucratie un peu éloignée du terrain, méconnaissant les réalités. Je suis très surpris de cette proposition de Philippe Dallier. Le département, on peut le critiquer, on peut le louer, en tout cas on ne peut pas lui retirer cet élément, c'est que c'est une bonne échelle entre à la fois une puissance de feu d'action politique et une proximité. Le rapport divise au sein même de la majorité. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Roger Carucci, s'insurge contre cet appel à décapiter les conseils généraux. Et vous pourrez suivre demain en direct à 11h sur notre antenne la présentation du rapport Dallier. Les FARC rejettent ce soir la mission humanitaire pour secourir Ingrid Betancourt. Mais selon la sœur de l'otage Astrid Betancourt, la guérilla laisse ouverte la porte des négociations. Et toujours à l'étranger, Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, accuse les États-Unis d'avoir utilisé le 11 septembre comme prétexte aux interventions en Irak et en Afghanistan. Washington et Paris ont menacé l'Iran de nouvelles sanctions après l'annonce d'avancées dans le programme nucléaire. La fin de vie en débat au Sénat après l'émotion suscitée par la disparition de Chantal Sébir. Certains parlementaires veulent aller plus loin que la loi Leonetti. Le groupe socialiste demande à la ministre Roselyne Bachelot la reconnaissance d'une exception d'euthanasie qui permettrait de gérer les cas exceptionnels. Alexandra Turpin. Un droit exceptionnel à donner la mort, c'est la demande du socialiste Jean-Pierre Godefroy qui juge la situation actuelle intenable. Il me semble que c'est ajouter une souffrance à la souffrance et que de refuser cette liberté à ceux qui le demandent, j'oserais dire sans provocation, c'est la dernière discrimination qu'on leur fera subir. Proposition du président de la Commission des affaires sociales, créer une haute autorité avec 2 missions. La première, développer les soins palliatifs et l'accompagnement des malades. La seconde, encadrer l'euthanasie. Cette haute autorité se verrait aussi confier le droit dans les cas extrêmes et pourra répondre à la volonté réaffirmée de la personne de lever à l'avance au nom du peuple français. Cela me semble essentiel dans cette décision implique l'ensemble de la société les poursuites pénales contre ceux qui pourraient être amenés à l'aider à mourir. Aider à mourir, une idée rejetée par Sylvie Desmaresco. La sénatrice a perdu sa fille, victime d'un cancer. La jeune femme avait demandé à être euthanasiée. Elle avait ensuite changé d'avis quand elle est rentrée dans un service de soins palliatifs. Après quelques jours, elle m'a dit « Je dois vivre. Il y a Xavier, il y a les enfants. Je veux rentrer à la maison. » Notre fille était calme, apaisée, rassurée. Les soins qui lui étaient prodigués chaque jour, chaque heure, l'étaient avec beaucoup de compétence, mais aussi avec beaucoup de tendresse. La famille l'entourait sans cesse. Avant de se prononcer, le gouvernement attend les conclusions de Jean Leonetti, le député à l'origine de la loi de 2005 qui donne le droit à un laisser-mourir. Il dira s'il faut faire évoluer son propre texte. La CNIL s'inquiète de la multiplication de la vidéosurveillance. Le gouvernement veut en effet tripler le nombre de caméras dans les lieux publics. La commission informatique et liberté demande un vrai pouvoir de contrôle. Élise Ecardi. Souriez, vous êtes surveillés, souvent sans le savoir. Les caméras de surveillance se cachent partout, mais combien sont-elles exactement? Entre les dispositifs publics et les dispositifs privés, personne ne fait les comptes. Pourtant, être filmé dans la rue, ça ne laisse pas indifférent. Exemple, devant l'université de la Sorbonne à Paris, 2 caméras surveillent le passage. Je ne supporte pas d'être surveillé à chaque instant. Et effectivement, je l'ignorais qu'il y avait des caméras au coin de la Sorbonne. Ah oui, bon, c'est embêtant, mais enfin, ça ne changera pas ma vie. Moi, j'ai rien à me reprocher. Au nom de la lutte contre l'insécurité, le gouvernement veut tripler leur nombre d'ici 2 ans. Reste la question du contrôle de leur usage. Pour l'instant, la CNIL partage cette compétence avec les préfectures. Pour une question de clarté, elle demande à avoir l'exclusivité. Il faut dire qui a accès au système, qui est destinataire des informations. Et il faut également, les Français ne le savent pas, et pourtant c'est dans la loi, il faut donner la possibilité aux citoyens d'accéder et de pouvoir faire rectifier et enlever des données personnelles qui les concernent du système numérique qui a été mis en place. Pour faire respecter tout ça, il faut une autorité de contrôle indépendante.
Évidemment, plus il y a de caméras, plus il y a de plaintes et plus la CNIL est débordée. Avec le développement d'Internet, il y a aussi de nouveaux usages de ces images. Alex Turc veut bien mettre les bouchées doubles. Il réclame une rallonge budgétaire. 1 million d'euros, c'est le bénéfice d'Eurotunnel, le premier de son histoire. Après des années de déboires financiers, l'entreprise promet même un dividende à ses actionnaires. Des petits porteurs attirés par ce que l'on présentait à l'époque comme un placement de père de famille et qui, depuis 86, n'ont jamais touché un centime. Fabrice Cunet. Il aura fallu attendre plus de 20 ans pour voir un président d'Eurotunnel détendu à l'annonce des résultats. 1 million d'euros, c'est le montant des bénéfices nets annoncés ce matin. Cette grande première s'explique par la restructuration financière lancée l'année dernière. Bien sûr, Eurotunnel, rebaptisé depuis Groupe Eurotunnel, reste endetté à plus de 4 milliards d'euros, mais tous les voyants seraient au vert. Groupe Eurotunnel a gardé tout ce qu'il y a de bon chez Eurotunnel, c'est-à-dire une infrastructure de longue durée avec des opérationnels performants et a définitivement tiré un trait sur toute la saga financière. Nous sommes dans un autre monde avec d'autres perspectives. Le président du groupe Eurotunnel promet même des dividendes aux actionnaires en 2009. Joseph Gourenton est un de ces actionnaires historiques. Malgré l'annonce de ses résultats, il reste amer. Cette année encore, il organisera un dîner de cons. Le dîner de cons est présidé tous les ans par celui qui a perdu le plus. Donc alors tous les ans, successivement, nous avons ceux qui ont perdu pratiquement tout ce qu'ils ont mis. Je vous ai dit 95 à 98% de leur mise. Alors aujourd'hui, l'outil marche. Le problème, c'est que le financement a été une catastrophe. Ces petits actionnaires ont fait leurs calculs. Les dividendes seront maigres, loin de faire oublier le sentiment de tromperie. Ils réclament toujours réparation au gouvernement. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et ses invités. L'opposition doit-elle systématiquement s'opposer? Les députés ont rejeté cet après-midi la motion de censure déposée par le PS et les autres élus de gauche. Chez les socialistes eux-mêmes, les avis sont partagés sur la meilleure façon de contrer. Alors voilà, l'opposition doit-elle s'opposer? C'est la question que nous posons avec notre partenaire lefigaro.fr au patron du groupe socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bonsoir Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Voilà, vous avez entendu cette question. Est-ce que l'opposition doit systématiquement s'opposer? On va en débattre bien sûr, en s'appuyant aussi sur les remarques générales qui ont été données sur Internet, dont je vous donne à peu près la tendance avant de rentrer dans le détail. C'est que ce soit la droite ou la gauche d'ailleurs, ils se disent il y en a un petit peu marre de cette opposition qui s'oppose tout le temps, qui est jamais d'accord. C'est valable pour vous, c'était valable pour l'ancienne opposition de droite, etc. Mais c'est sur le principe. Donc on va essayer de détailler ça en commençant par l'actualité aujourd'hui et cette motion de censure dont Laurent Guez vient de parler. Quel sens exact vous donnez à cette motion de censure sur un problème comme le renforcement du contingent français en Afghanistan? Je crois qu'il y a des moments dans notre vie politique, la vie de notre pays tout court, où il faut mettre un certain éclairage sur des sujets qui ne sont pas des sujets anodins. Et lorsque nous constatons, d'ailleurs, je veux préciser, pas seulement nous, l'opposition, il existe aussi à droite des gens qui n'apprécient pas ce qui est parfois appelé la dérive atlantiste de Nicolas Sarkozy. Et donc, lorsque on a le sentiment que les choses se font de façon insidieuse, mais constitue un véritable changement par rapport à ce qui étaient les orientations traditionnelles de notre pays, il est de la responsabilité de l'opposition de le dire et de le dire haut et fort. Le rôle d'une motion de censure, c'est aussi la capacité à un moment d'amener un débat sur un sujet qui est un sujet national et qui engage l'avenir de la France. Voilà, c'est ce que nous avons voulu faire. Alors, je vous donne une remarque justement sur la motion de censure. C'est un internaute qui nous dit c'est un acte grave de notre démocratie. Les députés doivent l'utiliser pour dénoncer vraiment un abus de pouvoir du gouvernement et pas pour l'utiliser comme simple moyen de faire du bruit sur ce genre de thème. Est-ce que tout ce qui touche à l'armée, c'est un problème majeur? Non, ce que doit comprendre l'internaute qui s'est exprimé, c'est que la responsabilité des parlementaires, c'est aussi le contrôle du gouvernement.
c'est bien sûr de faire la loi, mais aussi de contrôler le gouvernement. Et dans ces institutions, dont on va peut-être parler, qui sont celles de la Ve République, un des moyens pour les parlementaires, en particulier l'opposition, de contrôler le gouvernement, de l'amener à venir s'expliquer sur des sujets qui paraissent essentiels, c'est de déposer une motion de censure. C'est un acte grave, certes, mais c'est c'est un moyen pour l'opposition de se faire entendre, et je crois qu'elle est là dans son rôle tout à fait. Alors, puisque vous parlez de constitution, ici c'est pas possible au Sénat de déposer une motion de censure. Si ça avait été constitutionnellement possible, est-ce que vous l'auriez fait aussi? Écoutez, si mes amis à l'Assemblée ont pensé nécessaire et utile de le faire, je crois que le groupe socialiste au Sénat n'est pas très différent. Et nous l'aurions fait, oui, parce que c'est quand même, je crois, important. Vous savez, il y a une histoire de notre pays qui vient du général de Gaulle, qui avait su prendre ses distances par rapport à l'OTAN, par rapport à cette tendance qu'on a appelée atlantiste. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy progressivement tourne le dos à cette histoire, à ce qui faisait une des orientations fortes de notre pays. Je crois que il était nécessaire, oui, de s'exprimer fortement là-dessus. Alors, puisque vous avez parlé du général de Gaulle, j'en viens sur justement la façon et la technique, peut-être même verbale, pour s'opposer. Est-ce que parler d'atlantisme ou parler de rigueur, est-ce que ce sont des concepts modernes sur lesquels se va? Est-ce que c'est donner l'exemple justement que le PS est à l'écoute des jeunes qui arrivent? L'atlantisme pour eux, ça leur passe quand même largement au-dessus, c'est comme vous dites, c'est 58. Et la rigueur, la rigueur, on a entendu beaucoup ce mot rigueur, ça y est, c'est la rigueur. Oui, bon, et alors? Non, mais c'est ce qu'on entend, hein, et voilà. Il y a plusieurs, moi j'ai perçu plusieurs questions dans vos propos. D'abord, l'opposition. Mais est-ce que l'opposition doit être systématique? Non, elle doit pas être systématique. Ce que vous mettez en cause au travers du titre de notre petite rencontre, dans le fond, c'est le côté systématique oui, enfin, c'est ce que, voilà. D'une opposition qui n'aurait comme obsession que de contrer le gouvernement. Alors peu les travers de la politique traditionnelle qu'on connaît depuis 50 ans. Je crois que non. Je pense que nous devons être, en tant qu'opposition, surtout une force de proposition. Dire quel sera notre projet par rapport à ce que fait aujourd'hui la droite dans ce pays, et qui a quand même été plus ou moins jugé au travers des élections municipales et des élections cantonales. Quant à la modernité des termes, tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui l'alpha et l'oméga seront décidés par les États-Unis seuls? Ou est-ce que nous gardons une capacité de jugement? Est-ce que la France sera et l'Europe, je crois surtout, seront capables de faire entendre leur voix propre? C'est ça la question. Alors je ne sais pas si c'est moderne ou si c'est archaïque, mais je crois que c'est quand même important. Alors sur la stratégie, la stratégie de Hollande est celle de l'opposition systématique ou du marquage à la culotte. Cette stratégie a le défaut du négativisme. Est-ce que vous avez l'impression que le Parti socialiste est trop souvent dans le non et pas, comme vous venez de nous le dire, notamment pour les institutions, pas assez dans la force de proposition? Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est ça qui vous a sanctionné, par exemple, aux élections présidentielles, Non, écoutez, la question des élections présidentielles, je veux bien l'aborder, mais je pense que nous ne sommes pas dans cette position. Lorsque, sur une question qui devient une question d'actualité aujourd'hui, on nous a demandé de participer à un débat sur les institutions, sur la fameuse réforme constitutionnelle qui va venir, nous avons participé à la commission Balladur, nous sommes venus nous exprimer, moi-même j'ai été sollicité, j'ai donné au gouvernement, j'ai donné à la majorité tous les documents sur lesquels le Parti socialiste travaille plus de 10 ans pour définir ses positions par rapport aux problèmes institutionnels. Il y a là un intérêt qui est l'intérêt de tous, de savoir... Citer également David Assouline qui est dans la commission Copé. Écoutez, nous ne sommes pas favorables à la politique de la chaise vide. Non, nous ne sommes vraiment pas ceux que l'on décrit quelquefois dans certains propos. Nous sommes prêts à participer à toutes les discussions, à toutes les confrontations, à toutes les commissions qui seront mises en place dans la mesure où nous sommes respectés, et c'est pas toujours le cas. Alors, avant de venir aux institutions, juste puisque on reste quand même sur la victoire au municipal, comment allez-vous utiliser cette opposition municipale sur le plan national? Comment on arrive à faire la quintessence justement de tout ça?
Écoutez, moi je pense que déjà c'est important que la gauche ait remporté de belles victoires sur le plan municipal, dans les départements. Elle avait remporté des victoires également dans les régions. On a un peu les sentiments que les Français ont envie de se protéger et qu'ils choisissent la gauche au plan local pour les protéger par rapport à une politique qu'ils ont mal perçue. Donc nous n'avons pas sombré dans l'euphorie de la victoire des municipales et des cantonales. Nous savons qu'aujourd'hui nous avons à nous reconstruire et à élaborer un projet qui sera un projet alternatif à ce que propose aujourd'hui Nicolas Sarkozy. C'est à cela que nous voulons travailler, à dire aux Français voilà quelle sera la position de la gauche et des Parti socialiste plus particulièrement, sur des sujets qui vous concernent dans la vie de tous les jours, qui vous importent, de manière à ce que lorsque les échéances viendront, eh bien le Parti socialiste soit prêt à aborder cette grande échéance et surtout à dire quelles sont ses solutions sur les problèmes majeurs des Français. Alors pour montrer que vous n'êtes pas toujours dans le non, contrairement à ce que disait cet internaute, aujourd'hui pour parler des institutions, le Bureau national du Parti socialiste a proposé 5 exigences pour voter la réforme des institutions. Alors il y a le mode de nomination des sages, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé pendant la campagne, la réforme du collège électoral au Sénat, ça signifie quoi cela? Écoutez, il faut dire à ceux qui nous écoutent ce soir que nous sommes quand même dans une situation absolument incroyable. Nous sommes ici sur Public Sénat et je peux même dire au Sénat, dans le palais du Luxembourg. Nous sommes aujourd'hui dans un pays, la France, qui est une démocratie, qui vit sur un système bicaméral, c'est-à-dire 2 assemblées, Assemblée nationale, Sénat. Et il y a une assemblée, donc c'est la clé de voûte de nos institutions, le Sénat, dont on comprend aujourd'hui que de toute façon, elle sera systématiquement et ad vitam aeternam réservée à la droite. Pourquoi? Parce que le Sénat est censé être la représentation des collectivités territoriales. Nous avons gagné les élections régionales, 20 régions sur 22. Nous avons gagné les élections cantonales, c'est-à-dire les départements. 60% des départements sont à gauche. Nous venons de remporter de très grandes victoires pour les élections municipales. Eh bien, malgré cela, nous pouvons aujourd'hui dire avec certitude que non seulement la gauche ne pourra pas être aux responsabilités au Sénat lors du renouvellement qui va venir en 2008, mais ne sera pas majoritaire non plus lors du renouvellement prochain, dans 3 ans, en 2011. Il y a là une anomalie antidémocratique absolument incroyable. Comment vous changez cette inertie? Eh bien, tout simplement, c'est simple. Pourquoi est-ce que le Sénat est réservé à la droite? Parce qu'il y a un mode de scrutin unique qui fait que sont largement favorisées les communes qui votent à droite par rapport à toutes les autres. Aujourd'hui, les communes de moins de 1500 habitants, qui représentent à peine 20% de la population française, sont représentées à plus de 40% dans le collège électoral sénatorial. Donc déjà, à partir de là, nous pouvons tout faire. J'ai demandé au ministre dernièrement, nous avons tout gagné, dites-moi comment la gauche peut provoquer une alternance au Sénat. Je n'ai pas de réponse. Et je crois que si le gouvernement, si la majorité ne s'attaque pas à ce problème, c'est la question de la légitimité du Sénat qui va se trouver rapidement posée. Et une assemblée où l'alternance n'est pas possible est une assemblée qui, à mon avis, est condamnée. Alors, on parle aussi de l'Assemblée. L'Assemblée, vous demandez le retour, une dose de proportionnelle. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il est anormal qu'une large partie de ceux qui s'expriment lors des élections politiques ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc la proportionnelle permettra de faire exister... Est-ce que ça permet d'avoir une bonne stabilité pour voter les lois? Bien sûr. Parce que nous n'avons pas proposé, comme ça a été le cas en 1986, le rétablissement de la proportionnelle intégrale. Nous avons proposé qu'il y ait une dose de proportionnelle. Alors on peut discuter. Oui, ça dépend le comité Balladur, vous savez, qui n'était pas composé que de gens de gauche, était favorable aussi à la réintroduction d'une dose de proportionnelle. Nous pensons que il faut s'attacher à ce problème et que, en tout cas, voir à quel niveau il faut placer la proportionnelle, 50, 60, 70, mais au moins il faut une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Le président de la République, si vous en souvenez, dans son discours, celui qui a provoqué la réflexion sur les institutions, disait exactement la même chose, sauf que il a fait une annonce et que les actes qui ont suivi, plutôt, n'ont pas du tout suivi. Alors, le pluralisme des médias, ça j'ai pas bien compris ce que vous entendiez par ça.
le pluralisme des médias, il y a plusieurs questions qui sont posées là. C'est simplement de dire que le temps de parole du président de la République doit être... C'est pas l'égalité audiovisuelle, alors. Nous demandons à ce que le temps de parole soit comptabilisé. Ouais. Y compris le président de la République. Du président de la République. Parce que nous sommes aujourd'hui face à un président de la République, même si c'est un petit peu calmé ces temps derniers, qui est hyper présent, hyper actif, qui s'exprime sur tous les sujets, et je crois que ça fausse les règles de la démocratie. Il y a un vrai problème. Sont 5 conditions. C'est tout ou rien, c'est on accepte tout et on vote, ou alors s'il y en a un qui disparaît, on ne vote pas cette réforme. Non, je pense que c'est pour nous notre mode d'entrée sur une question clé qui est la question de la démocratie dans ce pays. Et c'est notre manière de venir discuter avec les propositions du gouvernement. Il ne peut pas y avoir d'un côté le gouvernement qui considère que les propositions des socialistes sont des propositions, comment dirais-je, de témoignage, pour mémoire, qu'on peut ajourner sine die, et puis simplement se positionner sur ce que lui, gouvernement, nous propose. Il s'agit de cinq exigences, si je puis dire, qui concernent des points essentiels. Je viens de parler du Sénat, on vient de parler des médias, on pourrait parler du droit de vote des étrangers aux élections locales, il y en a d'autres, mais c'est notre manière de rentrer dans la négociation et dans la discussion. Ensuite, c'est pas une discussion de marchand de tapis qu'il faut avoir. Nous ne sommes pas pour entrer dans un espèce de jeu politicien sur les institutions. Mais il faut s'y retrouver. Ça doit pas être un marché de dupes. Il doit y avoir un équilibre général. Si vous me permettez d'ajouter un mot, au moment où nous posons la question du Sénat, et notamment de son collège électoral et son mode de scrutin, que nous dit le gouvernement? La seule chose que nous dit François Fillon, Premier ministre, c'est de nous parler d'une réforme du mode de scrutin pour les élections régionales. C'est-à-dire d'ores et déjà de se positionner pour savoir comment la droite va pouvoir récupérer les régions que la gauche a gagnées, puisque nous avons 20 régions sur 22. Alors, pardon, mais nous voulons aussi être à égalité. Et nous pensons que au terme de cette discussion, eh bien, il faudra apprécier soit la balance dans cet équilibre général, penchera fort dans un sens qui, à notre avis, sera défavorable à la démocratie, soit, au contraire, elle aura rétabli ses équilibres. Et c'est en fonction de ça que nous déciderons. Vous déciderez sur la réforme des institutions. Avant de se quitter, je voulais vous poser une question sur l'actualité, cette flamme olympique que l'on a vue hier, qui est à San Francisco aujourd'hui. C'est vrai que c'était un spectacle assez navrant, ce qui a été proposé ici à Paris. Dans les rangs du PS, je ne veux pas donner de nom parce que beaucoup de personnes se sont exprimées, mais on a parlé de mascarade. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas que ça arrive, ça? Écoutez, pour pas que ça arrive, peut-être aurait-il fallu définir les règles du jeu. Moi, quand je vois la manière dont les autorités chinoises, y compris la protection rapprochée, qui a pu intervenir en Chine lors des événements dont on a parlé, a agi hier, je suis très gêné. J'aimerais bien en savoir plus sur cette affaire. Ensuite, comme vous, nous aimons le sport et nous sommes affligés par le spectacle qui a été donné. Siffler, ça fait pas terrible. Et c'est vrai que voir des champions siffler, ça fait pas terrible, mais voir des forces de l'ordre dans ce pays qui n'ont comme préoccupation que d'arracher les drapeaux tibétains, c'est aussi un petit peu inquiétant. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Bel. On va changer de domaine maintenant. Ne souriez pas, on va parler des requins, et parce que c'est un grand film qui sort demain, on va vous en parler. N'ayez pas peur, les dents de la mer ne mordent pas. Vous allez découvrir le vrai visage des requins dans Les Seigneurs de la mer, le film de Rob Stewart qui sort demain en salle. L'écrivain Christophe Onodibio et le scientifique Bernard Serret du Muséum d'Histoire Naturelle seront dans une minute sur le plateau de Pierre Sled. You're underwater and you see the thing that you were taught your whole life to fear, and it doesn't want to hurt you, and it's the most beautiful thing you've ever seen. Every year, an estimated 30 to 70 million sharks are killed. Killing of sharks is the biggest ecological time bomb.
we destroy all food chains and we tire marine ecosystem. I needed to know why people were killing sharks and what I could do to stop it. There's so much money in fins that only trafficking drugs rivals fins for profit. I knew we were in serious trouble. There's nobody looking after the sharks. They are trying to sink the ship. All they want is profit. Future generations are going to look back on us. They're going to think of us as barbarians. I finally realized that it's not just about saving sharks, it's about saving ourselves. Voilà, ça sort demain et j'ai même le livre que Christophe Onodibio nous a amené. Voilà, Les Seigneurs de la Mer. C'est effectivement un merveilleux film. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Christophe, vous avez avec Le Point décidé de pousser ce film, d'en faire la promotion, c'est vrai. Mais vous êtes quand même un passionné de requins au départ. Passionné. Ça vous vient d'où? Je pense que quand vous vous plongez un petit peu et que vous cessez d'être à l'extérieur de l'eau, mais vraiment que vous faites partie, même pour 1 heure de plongée, de cet univers-là, et que vous voyez un requin, et même parfois un banc de 200 requins marteaux, c'est absolument fabuleux à voir. C'est d'une grande poésie. La forme est parfaite. Je sais pas si des études ont été faites sur le nombre d'or. En tout cas, les proportions de ce super prédateur sont à la fois impressionnantes et vraiment émouvantes. Et c'est vrai que j'attendais ce film depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on voyait des mouvements de protection des requins se développer, mais on n'avait pas encore finalement cet outil pédagogique, parce que le propre de ce film, c'est d'être à la fois, violent, mais extrêmement émouvant, et c'est cette force, cette alliance des deux, et la personnalité peut-être aussi du documentariste, du réalisateur, qui explique que vraiment oui, on a eu envie de pousser ce film, quoi. Bernard Serré, c'est vrai que nous tous, on a une image du requin qui est pas flatteuse. Depuis les Dents de la Mer, on est quand même un petit peu comme ça. Alors, il y a eu des Dents de la Mer 1, 2, 3, 4, il y a eu Peur Bleue, il y en a eu plein. Est-ce que c'est justement seulement ces films qui sont responsables de notre peur des requins? Non, pas du tout. Ça a amplifié un mythe qui existait déjà depuis longtemps. Je pense qu'on peut le remonter, disons, au Moyen-Âge, on commence à avoir un peu cette fantasmagorie des animaux, mais ça a surtout développé à l'époque des grandes découvertes. Quand les Européens sont partis à la découverte du monde, ils ont rencontré une faune sauvage, dont des requins, et ils ont ramené des récits un petit peu effrayants. D'accord. Alors les fois des requins, il y en a. Le nom déjà. Requiem. Oui. C'est Furetière, je crois qu'il parlait de Requiem, parce que quand vous voyez cette bête-là sous l'eau, il ne reste plus qu'à chanter le Requiem, parce que vous allez mourir. Donc on voit quelle est la part de mythe. Ah oui, déjà. Tout simplement, parce que en fait l'étymologie n'est pas du tout celle-là. Non, c'est juste là. Vous avez plongé plusieurs fois, peut-être vous également. On n'a jamais peur. Moi, j'ai jamais eu peur. Mais bon, je les connais, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, vous les connaissez, pas tous personnellement, pas tous personnellement, bien sûr. J'ai été une fois attaqué par des requins, cerné par des requins, pas vraiment des attaques. Dans quelles conditions? C'était au Sénégal, j'allais faire de la pêche. Et donc le piroguier nous a mis sur un haut fond qui n'était pas celui qu'on cherchait. On s'est retrouvé, on est arrivé au fond, on s'est fait cerner par des requins. Mais vous étiez toujours à la surface là? Ah non, on était en plongée. Ah d'accord, on était en plongée. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, on est resté collé au fond, on a rejoint la côte parce qu'il était impossible de remonter en pleine eau, bien sûr. Ça aurait déclenché l'attaque. Sinon, il serait passé quoi? Parce que en pleine eau, vous êtes plus vulnérable. Surtout quand vous êtes à la surface en attendant la pirogue. Là, vous êtes vulnérable. Quand vous êtes sur le fond, vous avez la protection de la bouteille. Et donc là, ça s'est bien passé, mais on n'a pas peur sur le moment, on se sent impuissant. Oui, c'est après. Pas peur, on a peur quand on est bien accroché quand même. On va quand même rassurer les Français, parce que je sais pas si ça c'est une évolution, mais maintenant il y a des requins, partout en France, dans les eaux françaises, il y a des requins. Est-ce que ça, il y en a toujours eu, ou est-ce qu'il y en a de plus en plus? Bien sûr, il y a toujours eu des requins. Il y a une 50aine d'espèces dans les eaux françaises, à la fois méditerranéennes et atlantiques, dont certains mythiques, comme le grand requin blanc, il existe sur nos côtes. Ah, le grand requin blanc, et on l'a aussi, nous. On l'a aussi. Le dernier qui a été pris, c'est en 1991, au large de Sète. Et tout récemment, nous avons eu un petit scoop cet été, qui est passé un peu inaperçu. C'est la capture d'un requin tigre sur les côtes atlantiques. Oui. C'est rassurant, tout ça. Il n'y a aucun danger?
Alors, il y a un fichier mondial des attaques de requins. Il n'y a que 2 cas pour la France. Ce sont 2 cas historiques et qui ne sont pas bien documentés. Et puis c'est 5, c'est ce que dit le film, quoi. 5 attaques mortelles de requins par an sur toutes les mers du globe. C'est même pas ça. Je crois que tu dis 5 morts par an. 5 morts par an. Alors, 100 pour tigres et éléphants, et je crois 500 pour des crocodiles qui sont protégés pourtant. Alors en fait, il y a un fichier mondial des attaques de requins qui enregistre chaque fois qu'il y a un accident dans le monde. Donc en fait, les statistiques précises, c'est à peu près 100 attaques par an dans le monde, avec 5 à 10 cas mortels ces dernières années. Ça a été plus dans le temps, ça diminue actuellement. Alors on va voir justement un premier extrait de ce film. On a vu la bande-annonce tout à l'heure, justement d'une plongée au milieu des requins, parce que là on a évoqué l'aspect un petit peu effrayant des requins à juste titre, avec tous ces images et tous ces films. Et on va maintenant évidemment passer sur l'aspect positif. J'ai pu enfin retourner nager avec les requins, dans un des derniers endroits où ils abondent. J'étais en apnée. Et j'essayais de rester calme pour ne pas les effrayer. Depuis que je suis tout petit, j'aime les requins. Ils m'ont appris la vie et m'ont montré que ma peur était irrationnelle, qu'elle ne reposait sur rien. Le requin est apparu au commencement, quand l'océan était peuplé de formes de vie primitives et que les continents étaient en grande partie déserts. C'était le super prédateur qui influençait l'évolution des autres espèces. C'est un démiurge depuis 400 millions d'années. Il façonne ce monde depuis que la vie est apparue sur les continents. Quand j'ai retrouvé les requins, je savais qu'ils avaient presque disparu. Vous parliez de perfection tout à l'heure, Christophe. Parce que non, mais c'est vrai que depuis 400 millions d'années, c'est vrai qu'ils ont eu le temps de peaufiner leur anatomie, et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des animaux parfaits en face de soi. Ouais. Bien sûr, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir pour peut-être contrebalancer le souvenir de requin-tigre de Bernard à Sipadan, qui est un des derniers sanctuaires de requins, voir par 40 mètres de fond 200 requins-marteaux évoluer très tranquillement. Ils ne viennent jamais vers vous, puisque de toute façon vous ne comptez pas dans ce bleu profond. Là, on voit la fluidité aussi de ces animaux, malgré leur tête un peu monstrueuse de marteau. Et en plus, il y a aussi cette apparence, mais il y a aussi, c'est Bernard qui m'a appris ça lors de l'une de nos rencontres, c'est qu'ils ont des sens en plus. C'est-à-dire qu'ils ont des sens que nous n'avons pas, pouvoir détecter des proies ou des présences sans les voir par les ondes qui se propagent dans l'eau. Enfin, c'est absolument fabuleux, quoi. Et ils ont des sens aussi qu'ils ont moins que nous, notamment la vue. Ah non, pas du tout. Non. Alors c'est un préjugé, ça. Les requins ont une très bonne vue, peut-être pas la même que nous, mais ils ont dans leur rétine des cellules en cône et un bâtonnet. Ils voient les couleurs et ils voient très bien. Et alors leur vision est adaptée à la vision à une lumière atténuée. Donc ils voient plus en contraste que des vraies couleurs comme nous, mais ils voient très bien. Quel rôle jouent les requins dans notre écosystème? Parce qu'on évoque évidemment leur disparition. Ouais, ça c'est la question cruciale. Pourquoi on s'intéresse aux requins actuellement? Parce qu'on a pris conscience du rôle écologique des requins. Avant, quand on gérait les pêches, on les gérait d'une manière individuelle. On gérait les thons, on gérait les morues, on gérait les anchois, etc. Et là, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il faut tenir compte de ce que mange l'espèce et par qui elle est mangée. Donc c'est ce qu'on appelle une approche écosystémique de la pêche. Et dans cette approche, eh bien, on tient compte des requins parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont un rôle écologique extrêmement important, parce que dans cette chaîne alimentaire, ils sont en bout de chaîne. Oui, parce que le seul prédateur du requin, enfin principalement, c'est l'homme. C'est l'homme et les requins entre eux aussi. Et les requins entre eux, ça arrive souvent. Alors, effectivement, c'est le point qui est posé dans le film, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème commercial avec les requins qui se font massacrer, notamment pour servir de soupe d'aileron en Chine. Oui, bien sûr, parce que longtemps, en fait, bon,
il est vrai qu'en Occident, on a l'image, vous parliez des Dents de la Mer tout à l'heure, effectivement. Alors, Spielberg n'a jamais fait ses excuses, j'allais dire, au peuple requin, contrairement à l'auteur du best-seller Les Dents de la Mer. Mais cette peur du requin, elle est occidentale, puisque vous avez par exemple de nombreuses traditions où le requin est quelqu'un qui est à la fois craint, mais surtout respecté. Et aujourd'hui, on est en train d'inverser ça, c'est-à-dire que on a toujours pêché le requin pour sa chair. Aujourd'hui, c'est l'aileron de requin, parce que les lois économiques de demande et d'offre... C'est 15 cents le kilo sur le marché, jusqu'à $400 pour la même chose après, en Asie par exemple. C'était le mets royal. Et aujourd'hui, comme les classes justement moyennes ou les notables se sont multipliés, comme on le sait dans les pays asiatiques, notamment la Chine, tout le monde veut ce mets royal. Donc forcément, ça décuple, ça centuple la demande en aileron de requin, qui n'a aucun goût, mais qui est simplement entaché de valeurs. On dit que le requin n'a pas le cancer. Enfin, Bernard nous en parlera mieux, mais donc de mythes totalement qui font qu'aujourd'hui, cet aileron de requin est le mets le plus recherché. Et donc, quelles sont les plus belles idioties qu'on dit sur les requins justement? Oh, il y en a beaucoup. Comme que les requins sont condamnés à nager, par exemple. C'est pas vrai. Et les requins, il y a des nages de repos. Il y a beaucoup de requins qui sont tout à fait capables de se reposer sur le fond. Qui dorment au fond. Qui dorment au fond. Carrément. Aucun requin, il doit se retourner pour attaquer. Ça aussi, c'est absolument faux. Ouais. Enfin, il y a un certain nombre d'idées préconçues comme ça. Donc, alors que les requins n'attaquent que certaines personnes de race blanche ou noire ou de sexe, ils sont pas du tout sexistes, ils sont pas du tout racistes. Ils mangent de tout, hein. Ils sont bien élevés. Ils mangent de tout. Ils mangent absolument de tout. Et c'est la force du film, justement, de montrer, il y a quelques scènes absolument délirantes où on voit des patrons de pêche, justement, asiatiques, interviewés, qui disent, mais de toute façon, voilà, les requins, il faut tous les tuer. De toute façon, on est là pour se nourrir. Les requins sont méchants. En plus, c'est avec un accent génial, en plus. Vous avez aussi des pêcheurs qui sont américains. Pas tout, on va le voir. Oui, on va voir cet extrait. On va voir cet extrait, puis on en parle après. 30 à 70 millions de requins sont tués chaque année pour alimenter le commerce florissant des produits dérivés de cet animal. Mais le morceau de choix, c'est l'aileron. À l'autre bout du monde, à Hong Kong, la soupe aux ailerons de requin est un mets raffiné qui se vend jusqu'à $90 le bol. C'est un plat d'empereur. On fait une soupe avec les ailerons et tout chef cuisinier chinois digne de ce nom est jugé sur sa soupe aux ailerons de requin. Aussi étrange que cela puisse paraître. Et c'est ce qui entraîne la disparition du requin. Je ne juge pas ceux qui mangent de l'aileron. Mais personnellement, je veux faire passer un message avec le repas le plus important de ma vie. Mon repas de mariage, où il y aura 400 personnes, pour montrer qu'on peut très bien se passer de la soupe aux ailerons de requin. Les ailerons valent de l'or. La nouvelle s'est vite propagée. Et on s'est mis à tuer les requins pour leurs ailerons dans presque tous les pays ouverts sur la mer. C'est comme si on me coupait l'oreille pour la manger et qu'ensuite on me laissait me vider de mon sang dans la mer. C'est trop cruel. En termes de profit, seul le trafic de drogue rivalise avec le commerce d'ailerons. C'est à ce point-là, vous êtes vraiment inquiet pour les requins? Oui, tout à fait, pour certaines espèces au moins. Oui, parce que là, dans le film, on parle de 100 millions de requins par an. Non, il disait 30 à 70, mais moi j'avais 100 millions. 100 millions, c'est les ailerons qui sont chiffrés. Alors oui, pour les ailerons. Mais en fait, c'est beaucoup plus. Hein, ça dépend comment on calcule, on estime cette statistique en fait. Hein. Alors en fait, ça varie de 50 à 150 millions de requins. Donc c'est énorme. Ça fait à peu près 1 800 000 tonnes par an de requins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement protéger davantage les requins? Est-ce qu'il faudrait les menacer, les mettre en espèces menacées? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, bien avant le film, mais le film va nous aider à sensibiliser le public, et que nous avons été entendus par la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies qui gère l'alimentation et l'agriculture. Et en 1999, la FAO a élaboré un plan d'action requin et a demandé aux pays de faire des plans d'action nationaux et régionaux. Et c'est simplement 8 ans après que l'Europe se met enfin à avoir un plan d'action requin.
Et il y aura un certain nombre de mesures de gestion et de conservation. Et ça passe par quoi d'être classé espèce menacée? Il faut remplir quoi comme fonction? Alors, c'est quand la population atteint un certain niveau. Par exemple, il y a dans la livre rouge de l'IUCN, vous avez différents critères. Si la population ne peut plus se reproduire, vous êtes en danger critique d'extinction. Surtout qu'actuellement, si on ne fait rien, si on maintient l'effort de pêche actuel, là, l'extinction est pratiquement certaine pour certaines espèces. Donc il faut absolument faire quelque chose pour les requins. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelon? Alors le réalisateur du film, Rob Stewart, il dit faut arrêter de manger du poisson, faut arrêter de... Il faut surtout aller voir ce film, parce que c'est vrai, ce que dit Bernard, c'est que on découvre pas le problème des requins, simplement l'outil n'était pas là pour déclencher finalement l'émotion. Aujourd'hui, tout passe par l'émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, vous pouvez pas toucher les gens. Et là, le mélange, il y a un aspect, on en a pas parlé, mais il y a un aspect un peu romance aussi, il y a film d'aventure. On voit notamment ce personnage Paul Watson, qui est cet éco-activisme qui éperonne les braconniers qui pêchent donc le requin sur les réserves naturelles, qui les éperonne, qui les menace, donc très physique. Donc vous avez de l'émotion, vous avez de l'aventure, vous avez aussi, on a vu ces grands moments de beauté, les moments de violence où on voit quand même aussi une agonie de requin filmée. Ces images-là se gravent dans le cerveau de chacun. Et je pense, moi au journal par exemple, ça a été un peu, au départ, les gens ont eu un peu envie de rire quand j'ai annoncé 100 millions de requins. On m'a dit non, attends, tu plaisantes, c'est 100 000 requins. Non, je dis 100 millions. Et en plus, voilà, il y a quelqu'un qui s'amuse à les filmer. Il faut protéger le requin. Ça faisait rire tout le monde. Et c'est vrai, quand on va voir le film, est-ce que c'est un film qu'on peut montrer aux enfants, aux jeunes? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Il faut le faire. Et je pense quand même que ça va plaire aux adolescents parce qu'ils vont s'identifier aussi au réalisateur qui est un jeune homme et qui a un aspect aventureux dans le film. C'est le Michael Moore des océans. Vraiment, c'est à la portée des films de Michael Moore, c'est-à-dire c'est fait un peu à l'arraché, avec des petits moyens, mais avec beaucoup de cœur, un montage très très serré, et c'est pour ça que je pense que ça va marcher. Ah oui. C'est bien si cette génération qui arrive voit des films comme ça plutôt que Les Dents de la Mer. Ils auront moins peur plus tard des requins lorsqu'ils se baigneront. Merci en tout cas à tous les deux. Voici Les Seigneurs de la Mer. C'est demain dans les salles. Et allez-y, parce que c'est vrai que ça permet d'être sensibilisé à cette extinction des requins. Merci à tous les deux. On va maintenant parler d'un sujet grave. Prédateurs aussi, on les appelle comme ça, les tueurs en série. Qui les pousse au crime, les Guy Georges, les Marc Dutroux, les Michel Fourniret. Au 12e jour du procès de Fourniret et de sa femme, Bouge la France reçoit 2 spécialistes des serial killers et des affaires de justice, Frédéric Mazet et Jean-Pierre Vergès. Voilà, j'étais en train de trier les livres parce qu'ils sont venus chacun avec leurs livres. Frédéric Mazet et Jean-Pierre Vergès. Bonsoir à tous les deux. On va les montrer. Et bien sûr, on va pas parler seulement de Fourniret, bien sûr. Vous avez bien compris. On va essayer d'essayer de cerner un petit peu les personnalités de ces monstres en série, comme on les a appelés. À partir de quoi, à partir de ce qu'on a fait, de quand on devient, on est classé tueur en série? La terminologie américaine veut qu'on soit tueur en série à partir de 3 meurtres. Dans les années 70, ça a été le classement que les premiers enquêteurs qui ont découvert le phénomène ont fait. C'est une décision un peu arbitraire. Ouais. Est-ce que on a réussi, parce que effectivement trois meurtres, c'est le début d'une série, on va dire. Est-ce qu'une fois qu'on a analysé d'où venaient ces gens-là, pourquoi ils avaient éventuellement pu devenir ça, est-ce qu'on a réussi à rassembler des points communs? Il y a des itinéraires, effectivement. Il y a des enfants souvent chaotiques. Il y a ensuite des parcours délinquants. Il y a effectivement quelques points communs entre tous ces grands criminels. Oui, effectivement. Moi, j'ai lu en France quelque chose vraiment que je ne savais pas. C'est qu'un tiers des tueurs en série viennent de la DAS. Et notamment Guy Georges, Émile Louis. Et d'ailleurs, on peut même le vérifier parce que à la DAS, on donne souvent comme nom, puisqu'on ne connaît pas les familles, un deuxième prénom. Donc Guy Georges, Émile Louis. Est-ce qu'on a réussi à mettre une caractéristique, on va dire chromosomique, pour ces personnages? On n'a pas encore trouvé le gène du tueur en série. Ceci dit, aux États-Unis, certains se demandent si effectivement la psychopathie n'aurait pas quelques origines génétiques. Donc c'est une piste de recherche, mais pour beaucoup quand même l'influence sociale est importante. Et puis il y a le grand mystère de la psychiatrie que la tête des tueurs en série reste quand même un monde encore inconnu et on a du mal à les décoder.
et même un monde qui fascine. Je pense que c'est aussi ça qui vous a intéressé dans votre démarche. Vous avez interviewé une ex-victime d'un viol donc de Fourniret, et vous y avez ajouté les commentaires justement d'un ex-magistrat pour arriver à cerner ce personnage. Est-ce que vous ressentez, parce que beaucoup de gens disent ça, de la part des victimes qui s'en sont sorties, une espèce quand même un lien assez bizarre entre la victime et son prédateur, on va dire. Clairement oui, parce que Dainal Guénan précisément est une personne qui a essayé de mettre en éveil un certain nombre de signaux pour que la justice se saisisse de ce cas Fourniret, puisque c'est une des premières victimes dans les années 80. Ouais. On est en 87 lorsque Fourniret fait ses premières assises, et effectivement il y a un lien qui est assez spécial dans la mesure où on a du mal, si vous voulez, quand elle se fait violer par Michel Fourniret, Dainal Guénan se laisse un peu emporter par les mots de Fourniret, par sa manière de convaincre. Et même quand il la libère, finalement, elle est pas convaincue qu'il lui arrive quelque chose de gravissime. Et puis elle est jeune, elle a 14 ans, elle sait pas exactement ce qui vient de lui arriver. Elle en prend conscience à partir du moment où elle rentre chez elle et qu'elle dit à sa maman, je vais me laver. Et que sa mère comprend, évidemment. Mais après, c'est tout le parcours qui est délicat, parce que Dainal Guénan va rencontrer des policiers qui vont lui dire c'est pas ici, alors qu'elle vient de raconter toute son histoire. Il faut aller là-bas. Alors elle va avoir d'autres policiers qui lui disent à la fin c'est pas exactement non plus ici qu'il faut venir. Donc elle va être confrontée à chaque fois à la machine justice et à la machine police qui va un petit peu la broyer quand même, et qui va encore affermir ce lien dont vous parliez tout à l'heure. Alors Fourniret, est-ce que c'est un personnage à la hauteur de ce qu'on imagine, de ce qui fascine? Parce que je lisais Stéphane Bourgoin, qui est le grand spécialiste des serial killers à travers le monde, il est français mais à travers le monde, parlait justement du charme d'un serpent venimeux. Il a été rencontré des tonnes et des tonnes en prison, et il parlait pour l'un d'eux du charme d'un serpent venimeux. Il y a serpent venimeux, mais il y a le mot charme dedans. Est-ce qu'on ressent ça aussi avec Fourniret? Bien sûr, tout le monde dit que c'est un homme charmant, très serviable, qui rend des tas de services aux personnes qui croisent. Donc c'est quelqu'un qui sait amadouer les personnes, et notamment les jeunes filles. Donc effectivement, il a ce côté un peu hypnotique du serpent, oui. Qu'on a ressenti donc chez vous. Moi je dirais que c'est quand même d'abord c'est un tueur polymorphe, hein. Il ne fait pas que des crimes sexuels. C'est quelqu'un qui a tué Farida Hamish par exemple. Il a tué aussi il y a eu d'autres meurtres, ou en tout cas d'autres faits pour lesquels qu'on peut lui reprocher. Donc il est beaucoup plus complexe que simplement le tueur. Parfois il est médiocre, quoi, vraiment, mais d'une manière bestiale, terrible. Il est médiocre de toute façon, mais je veux dire, voilà. Et je pense que Fourniret, en fait, c'est un homme qui a tué et qui doit être jugé pour ce qu'il a fait. Mais faut, je pense, arrêter aussi de le porter, voilà, l'ogre des Ardennes, enfin tous ces mots qui sont un petit peu surabondants. Oui, parce qu'on va pas à l'essentiel, Jean-Pierre. Oui, absolument. C'est vraiment un personnage à double facette. Donc d'un côté, quelqu'un qui sait séduire, charmer, et tout d'un coup, après, c'est l'autre Fourniret qui entre en jeu. Donc le psychopathe, la personne qui domine, qui manipule, et qui finalement va donner la mort. Oui, et puis avec une histoire quand même qui est probablement légèrement différente que la plupart du temps. Et vous l'écrivez bien dans votre livre, c'est un meurtre à quatre mains. Il y a sa compagne qui intervient quand même. Voilà, c'est un peu le côté inédit de cette affaire, et jamais en France nous n'avions eu de couple de tueurs en série, donc c'est la première fois que nous avons une femme qui est impliquée à de tels niveaux dans cette entreprise criminelle. Autant aux États-Unis, au Canada, en Australie, ils ont déjà eu des cas comme ça de couple, et même en Belgique, il y a eu l'affaire Dutroux, où on a vu que Michel Martin aidait Marc Dutroux dans la séquestration de ses victimes. Mais là, en France, c'est véritablement la première fois qu'on voit une femme comme ça aider son mari dans l'enlèvement, la séquestration, et puis finalement le meurtre. Alors, oui. Pardon, et Dainal Guénan dirait, puisque c'est une femme, qu'elle n'a pas supporté l'idée même que Monique Olivier utilise son ventre de femme enceinte pour attirer ses victimes, ses futures victimes. Alors, parce que c'est un personnage clé. Monique Olivier, c'est la personne qui sert à rassurer les jeunes filles. Donc à chaque fois les enlèvements se passent très bien. Les jeunes filles ne crient pas, elles rentrent de leur plein gré dans les véhicules. Donc c'est un peu la clé de son mode opératoire. Les jeunes filles
rentrent de leur plein gré et donc en général personne ne s'aperçoit de rien et ces disparitions comme ça passent à l'as. Et c'est la clé du pacte aussi qu'ils ont noué tous les deux. Oui, alors ça c'est un aspect important effectivement. En prison, Michel Fourniret écrit des lettres et passe d'abord une annonce et puis Monique Olivier va lui répondre. Et effectivement, là se noue une relation très étonnante et peu à peu il va lui dévoiler ses fantasmes, il va lui promettre d'aller tuer son mari. Oui, parce que c'est l'échange, c'est le deal qu'ils ont entre eux. C'est le deal de départ. Je vais aller tuer ton mari et puis moi tu sais j'aime toujours les vierges et tu m'aideras peut-être le jour venu. Et donc elle va rentrer dans ce jeu assez pervers. C'est un mécanisme qui est vieux, hein, d'aller faire commettre le crime. Hitchcock a raconté ça maintes et maintes fois, mais en l'occurrence, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui, tout à fait. Puis lui, il dit clairement, voilà, il appelle ça de manière terrible, d'ailleurs, les membranes à pattes. Hein, c'est ça, hein, ce qu'il recherche. Donc il veut effectivement trouver des jeunes vierges en échange de quoi, effectivement, il réglerait, ce qu'il n'aura pas fait d'ailleurs, le compte de l'ex-mari de Olivier, qui la faisait participer soi-disant des partous, etc. Donc c'est une vengeance aussi. Alors je sais pas si c'est son cas, mais en revanche on a trouvé un point commun, à défaut de chromosomes communs, un point commun entre la quasi-totalité des tueurs en série partout dans le monde, c'est que jeunes, on retrouve toujours des traces de meurtres d'animaux chez eux. Alors, je sais pas si c'était le cas de Fourniret, et c'est toujours Bourgoin qui raconte ça, que lorsqu'il va leur parler en prison, je sais pas si vous l'avez croisé, il ressent un bien-être de la part du tueur, c'est de raconter ce qu'il a fait. On dirait comme s'il revivait une deuxième fois. Ah oui, vraiment sur l'affaire Fourniret, c'est flagrant quand on lit les PV d'audition. Fourniret fournit un luxe de détails sur ces meurtres. À un moment donné, il a une phrase terrible et tellement cynique. Il dit à propos d'une victime que je ne citerai pas, il dit elle était contente que quelque chose d'inattendu arrive dans sa vie quand elle monte dans ma voiture, vous voyez, donc c'est d'un cynisme incroyable. Bah, vous savez sans doute qu'il y a eu un livre qui a été interdit d'ailleurs par l'association, enfin qui a été retiré de la vente grâce à une action de l'association Vie, et qui était un livre justement qui détaillait précisément les derniers moments de ces victimes, qui était un livre de Fabienne Auxerre, semble-t-il, et de Hamon. Et ce livre justement détaillait, c'était une correspondance qu'avaient eu ces journalistes avec Fourniret. En prison donc, et où il aimait vraiment, je pense, détailler tous ces, je l'ai lu ce livre, hein, détailler les derniers moments, l'ultime, enfin les moments de souffrance terribles. Et ça précisément, c'est une jouissance, et c'est la question que pose Dainal Guénan d'ailleurs. Elle dit voilà, ces types-là se retrouvent en prison, mais ils jouissent encore de ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs en prison, ils y repensent, ils ont Internet, ils ont tout ce qu'il faut pour savoir comment on parle d'eux. Et je pense qu'ils sont tout le temps dans la jouissance de ce qu'ils ont fait subir aux autres. Qu'est-ce que vous trouvez de fascinant? Parce qu'on parle forcément de fascination à l'égard de ces gens-là, pas dans le sens qu'on aime ça, mais c'est vrai que ce sont des personnages hors du commun et qu'on a du mal à cerner. Et j'en veux pour preuve que aujourd'hui sur le net, vous en parliez il y a un instant, sur le net on commence à avoir de plus en plus d'objets appartenant à des tueurs en série qui sont mis en vente. Il paraît que c'est un succès incroyable. La fascination, c'est parce que c'est l'incarnation du mal absolu aujourd'hui. Le tueur en série, c'est vraiment le mal absolu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il agit, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de meurtres. Donc il y a encore un grand point d'interrogation, et c'est à mon avis ce qui fascine les gens. Qu'est-ce que vous trouvez de fascinant chez Fourniret? Moi, je suis plus fasciné par la machine justice. Comment elle a réussi à produire Fourniret, c'est-à-dire comment, à partir de premières assises dans les années 80, elle a tout fait sans s'en rendre compte, mais par négligence. Tous les voyants étaient au rouge et elle les voyait au vert. Elle a tout fait pour qu'à la fin, Fourniret rencontre donc finalement Monique Olivier, parce que normalement le juge d'instruction lit les lettres qui défilent. Il aurait dû les lire. Comment elle a tout fait pour qu'à la fin, donc Fourniret finisse par être ce qu'il est. Et je crois que la question de Dainal Guénan, c'est ça. Comment on a pu être berné à ce point par un personnage dont on dit qu'il est très intelligent, qu'il a un QI supérieur, mais surtout, à mon avis... On l'a bien aidé ? Ouais, voilà. Je pense qu'on l'a aidé dans le sens où aucune vigilance réelle n'a été mise en place. Pensez que ce personnage, il va s'installer dans une petite commune. Et dans cette petite commune, personne, lorsque Isabelle Laville disparaît, l'affaire est classée et personne ne se dit ça pourrait être lui. Il y a quand même pas tous les jours un délinquant sexuel qui s'installe dans une petite commune quand même. Oui. Quelles sont les je parlais des peines. Quelles sont les peines adaptées justement à ces gens-là?
puisqu'ils restent en prison et finalement, vous le disiez, continuent de jouir de ce qu'ils ont fait? C'est le grand problème, c'est comment juger ces gens-là, comment les condamner. Donc évidemment la perpétuité tombe sous le sens, mais après il faut servir de la prison pour essayer de les soigner si c'est possible. Bon, beaucoup disent que c'est perdu d'avance. Et puis après, c'est au bout de leur peine, est-ce que il faut pas les garder au-delà de leur peine légale? Donc c'est tout le problème de la rétention de ces grands tueurs dont on ne sait pas quoi faire véritablement. Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils disent je ne parlerai pas si c'est pas à huis clos? Il cherche à dominer encore une fois, à reprendre la main sur son procès, à faire la star, à se faire prier. Et ça, c'est la clé du comportement de Fourniret, c'est se faire prier. Il demandait à ses victimes de le prier de faire l'amour. C'est vraiment son comportement le plus ignoble. C'est être le maître absolu. C'est vraiment ce qui le fait jouir dans tout son comportement, toute sa vie incarne ce désir, quoi. Et ça, je voudrais juste revenir sur parce que c'est le sens du débat là sur la question que vous posiez tout à l'heure sur quelle peine, quoi. Et ben précisément Daïna Guénan va dire c'est la perpétuité réelle, c'est-à-dire la vraie perpétuité jusqu'au bout. Et Laurent Legvac, avec ce juge d'instruction qui a foi encore en l'homme, c'est pour ça qu'il a quitté la justice. Et en la justice. Voilà, et en la justice peut-être un jour. Laurent Legvac lui dit non, justement on a toujours foi en l'homme et on espère toujours que n'importe qui puisse être récupéré, se repentir et ensuite être récupéré. Très bien, je vous remonte vos deux livres. Le vôtre, Souffrance, c'est une interview justement de cette jeune victime à l'époque et dans les conditions que j'ai expliquées avec l'ex-magistrat qui donc commente ses réponses. Et puis Les Fourniret de Jean-Pierre Vergès qui justement montre comment le montage un petit peu de ce meurtre à quatre mains, donc avec sa compagne. Merci beaucoup à tous les deux. On va partir aux États-Unis, un endroit d'ailleurs où il y a la plus grande densité de serial killers. On n'a pas eu le temps de savoir pourquoi, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, aux États-Unis en ce moment, ce qui intéresse les Américains, hormis la flamme olympique à San Francisco, ce sont les primaires des démocrates. Merci bien. À 2 semaines d'une primaire chaude bouillante en Pennsylvanie, la campagne de Clinton patine carrément. Hillary a perdu son stratège, elle baisse dans les sondages et vient d'être lâchée par James Hoffa, le tout-puissant patron du syndicat des camionneurs. Autour de Pierre Sled, 2 Américains à Paris, le journaliste Ted Stanger et la sociologue Crystal Fleming. Et oui, et Ted Stanger qui s'apprête d'ailleurs à sortir un prochain livre, Sacrée Maison Blanche. Hein. C'est sur l'épopée de ces... Dans la même série, oui. Oui, parce que on a changé la couverture tout de même. Hein. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous allez nous raconter de plus sur Hillary Clinton? Sur Hillary Clinton, je me préparais au mois de novembre dernier à faire un livre sur elle. Mais en fin de compte, eh bien non. Parce que les choses se sont relevées autrement qu'au mois de novembre. Oui, vous pensez qu'elle allait être investie par les démocrates à l'époque? À cette époque-là, maintenant, je pense qu'elle va se retirer pas plus tard que fin mai. Ah oui. Fin mai, au plus tard. Alors, quand les Américains nous disent que c'est pas fini, qu'il y a encore du suspense, c'est parce que ils veulent nous faire nous tenir en haleine? Oui, mais je crois que pas forcément, mais c'est peu probable que Hillary Clinton va gagner. Et ça serait Barack Obama en tête. Il est en tête, il va rester en tête. Oui, il a 135 délégués d'avance à peu près. Oui, même si Hillary Clinton gagne l'État de Pennsylvanie, si c'est pas par un écart énorme. Oui, c'est comme une défaite. Elle gagne avec 80%. Par exemple. Oui, alors les sondages, les sondages lui donnaient 12 points d'avance il y a une semaine. Elle a plus que 6 points d'avance. Je crois que c'est 50-44. Ça veut dire que c'est dans 15 jours. Hein. Ça peut être plié. Il faudrait un minimum de 10 points d'avance pour impressionner un peu les super délégués qui sont ce genre-là, les ténors du Parti démocrate qui vont décider en fin de compte. Effectivement, et le dernier sondage que j'ai vu, les deux candidats étaient du même niveau. Donc, en Pennsylvanie, vous voulez dire? En Pennsylvanie, La seule chose qu'elle conserve peut-être, c'est sa capacité à être une opposante face à McCain, si jamais elle était en face.
Elle fait quasiment le même résultat qu'Obama dans le sondage. Il y a des catégories où elle semble être plus forte dans l'opinion américaine. Par exemple, en temps de crise. Alors, avec cette fameuse publicité qu'elle a fait, ce spot à la télévision, si le téléphone rouge sonne à la Maison-Blanche à 3 heures du matin, eh bien, les démocrates, en tout cas, veulent que ce soit elle et non pas Barack Obama pour répondre. Par contre, quand elle est contre un vrai héros de guerre, comme John McCain, c'est pas sûr que cet avantage... ça peut se retourner contre elle. Voilà. Est-ce que Barack Obama a bénéficié de la même chose un petit peu que Ségolène Royal ici en France pendant l'investiture socialiste, c'est-à-dire que les sondages lui étaient favorables et de plus en plus favorables parce qu'il était favorable et qu'au bout d'un moment, eh bien, c'était elle forcément. Est-ce que lui, parce qu'il a gagné les premières primaires, il a gagné les autres et maintenant, voilà, il est incontournable. C'est vrai que avant le premier, donc underdog. Oui, mais ça a changé l'image de sa candidature et ça fait que depuis janvier, il est vu différemment. Et même, on a vu les Noirs américains qui ne croyaient pas au début que c'était possible pour lui de gagner. Pas tout le monde, mais presque tous les Noirs américains y croient maintenant. Et ça a changé. Je sais pas, au début, c'était plus probable que Barack Obama pourrait convaincre tout le monde que c'était possible d'avoir un président noir aux États-Unis. Maintenant, on pense que c'est possible. On pense que c'est possible. Ouais. Alors, oui, Ted. En plus, il y a un truc, c'est Barack Obama a pu éviter les gens de bourde que faisait pendant un certain moment Ségolène Royal, parler de foncitude, des trucs comme ça, qui avait un peu changé son image. Est-ce qu'elle était présidentiable ou pas? Et là, il a pu éviter. Il a évité ça, même quand il avait un gros problème. C'est avec le révérend Wright. Il a fait un discours qui était très bien reçu. Un discours qui était exceptionnel dans l'histoire de la politique américaine. Il y a quelque chose de commun, en revanche, Hillary Clinton avec Ségolène Royal, c'est que une partie de son équipe s'est morcelée, est partie, soit contraint, soit en changeant d'avis, soit en pensant qu'elle allait jamais gagner. C'est quand même un drôle de boulet pendant une campagne. Oui, mais c'est vrai, je sais pas si vous avez des pensées là-dessus, mais je sais pas, la dernière chose qui s'est passée avec Hillary Clinton, c'est Mark Penn a quitté. C'est pas Sean Penn, c'est pas l'acteur. C'est pas Sean Penn, pas le même. Non, mais il a quitté cette semaine. Oui, il a été obligé. Il est obligé parce que justement, il travaillait avec le Mexique. Alors sur un projet. Il y a un manque de cohérence chez son équipe, je trouve. Ouais, vraiment, il faut dire que Hillary Clinton, elle qui devait savoir gérer une campagne politique, eh bien, elle a mal géré en fin de compte. Elle a très mal géré. Est-ce que c'est sa faiblesse, son équipe, justement, de campagne? Oui, justement, elle a dépensé 25 millions de dollars dans l'Iowa, dans les primaires de l'Iowa, dans les caucus de l'Iowa, pour être 3e sur la liste. Après Edwards et Barack Obama. 25 millions, c'est pas rien. Ça peut avoir le pif. Mais si elle n'est pas prête pour sa candidature, elle n'est pas prête pour la présidentielle, pour être présidente. Voilà. C'est très important pour les Américains de savoir organiser une campagne électorale, comme en France d'ailleurs, bien sûr. D'être un bon manager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Obama, qui est quand même très malin dans sa faction, lui, de mener cette campagne. Là, il a changé d'un ton, il est monté d'un cran, il rentre moins dans le contact immédiat avec Hillary Clinton, il est déjà dans la projection avec McCain, et il s'adresse maintenant quasiment à lui, quoi. C'est une bonne stratégie, pas juste pour lui, mais pour les démocrates, parce que si les deux candidats sont en train de se déchirer, c'est pas une bonne chose en novembre, donc il faut que quelqu'un vraiment critique McCain et attendez, Christelle, il avait un petit moment de ridicule, Barack Obama. Il a fait du bowling, hein. C'est un bon sportif, mais pas le bowling, c'est pas son truc. Il a fait quoi? Il a fait avec la cravate, hein. Oui. Et ça se fait pas, ça se fait pas, tout le monde le sait, ça faisait très peu. Cela dit, j'ai vu Hillary Clinton le matin chez Oprah Winfrey, je crois, comme ça, avec le bowling, elle était aussi ridicule. Elle est pas mal, hein. Ah non, elle est pas mal. Elle est forte. J'ai arrêté. Ah bah c'est l'âge, parce que pendant sa jeunesse, elle était bien meilleure, je crois. Bah oui, alors on va dire qu'elle a perdu dans ce domaine-là. Comme disait De Gaulle, la vieillesse, c'est le naufrage. À propos de perdre, justement, est-ce que c'est pas la différence fondamentale entre les États-Unis et la France? C'est vrai qu'en France, s'il y avait cette différence quand même assez marquée pour Obama, cet avantage, je pense que sa rivale, si elle était française, aurait déjà jeté l'éponge en se disant, de toute façon, il y aura d'autres combats, etc. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Quand on perd, on est quasiment fichu pour la politique. Et aussi, il y a un problème d'âge pour Hillary Clinton. Elle n'est pas jeune. Elle a 60 ans, 61, je me souviens pas. Et c'est pas très vieux non plus. Mais si, tout de même, dans 8 ans, hein,
Hein. Regardez McCain, c'est déjà un négatif pour lui. Il a 72. Oui, mais je crois que même si... Il a 72, il va peut-être être président des États-Unis. Il va les avoir. Mais c'est un négatif pour lui. C'est très dur. Hein. Et puis, il y en a qui disent, moi, j'y crois pas que les femmes vieillissent pas comme les hommes. De toute façon, pas du tout, mais bon. Même si elle perd, je crois qu'il y a d'autres possibilités pour Hillary Clinton. Elle peut être le gouverneur de New York si ça passe pas bien pour Patterson. Nations Unies. Ouais. Alors elle a repris l'initiative. Elle a repris l'initiative. On parlait de la flamme olympique tout à l'heure. Elle a repris l'initiative là. Je crois que c'était hier, hein, en demandant à George Bush une position claire pour boycotter la cérémonie des Jeux Olympiques. Est-ce que ça peut être une stratégie qui s'avère efficace? Non, elle est désespérée. Elle est vraiment désespérée. Elle utilise ce qu'on appelle une stratégie de kitchen sink. C'est l'évier dans la cuisine où on met tout, quoi. Elle essaie tout pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui marche. Elle devient Madame Guillotine, quoi, en quelque sorte, parce que c'est les stratégies à l'outrance. Il faut taper très fort et il faut surtout avoir l'attention du public. Donc, elle mélange trop maintenant. Elle focalise sur sa candidature parce que ça passe pas bien pour elle. Moi, j'ai du mal pour elle parce que ça va être très difficile pour elle d'accepter la défaite. Quand la défaite va venir. Mais pour les Clinton en général. Si jamais elle fait match nul ou elle perd en Pennsylvanie, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ça? Est-ce que ça va vraiment sonner son glas? C'est la fin. Il y a un problème par contre. Qui va lui dire que c'est la fin? Parce qu'il n'y a pas vraiment... Bill. Oui, mais Bill, je sais pas, c'est pas l'homme que c'était. Il est intelligent quand même. Il est pas bête. C'est vrai qu'il n'est pas bête, mais elle non plus. Mais elle est bornée comme tout. Il n'y a pas un ténor vraiment dans le Parti démocrate qui a ils ont pas un Hollande qui va dire, écoutez, c'est fini. Mais c'est Al Gore, peut-être. Pourquoi pas? Ouais, bon. Est-ce que, puisque vous parlez des démocrates, ils en ont pas marre, les militants démocrates, les sympathisants démocrates, de voir quand même, ça fait des mois, que leurs deux ténors s'invectivent, se jettent des injures personnelles en plus à la face. C'est quand même, c'est très mauvais quand même pour le parti. On dit que c'est mauvais, mais peut-être c'est une occasion de, je sais pas, le nombre des démocrates qui ont voté, c'est un record, c'est sans précédent. Donc c'est sans précédent, c'est vraiment. Moi, j'adore ça parce que c'est une lutte politique à la française aux États-Unis, un pays qui est très peu sectaire. Les États-Unis, on n'est pas très politisé, on discute pas la politique comme vous les Français. On n'a que deux partis. Vous en avez, il faut compter les doigts de la main et du pied pour compter vos partis, vous. Donc pour une fois, on est un peu comme les Français. Moi, j'aime ça. Et je pense qu'on va oublier tout ça. Le mois de septembre, le mois d'octobre, ça sera John McCain, le vrai adversaire de Barack Obama, et non pas, on va oublier ce combat interne. Ouais, mais est-ce qu'il va laisser des traces, ce combat? Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que par exemple le truc de Pasteur Hyde, c'est pas terminé. Si Barack Obama gagne la candidature des démocrates, c'est sûr que les républicains vont parler de ça depuis jusqu'à la fin. Et en ce moment, les républicains, j'en suis sûr, ils ont des chercheurs qui vont fouiner dans le passé politique de Barack Obama dans l'Illinois pour voir s'il n'y avait pas ses amitiés douteuses parfois. Voilà, tout le monde en a. Que fait John McCain en ce moment? Des bêtises. Oui, des petites bêtises, mais il veut donner l'impression d'être un président. Quoi comme bêtise? Il va avoir l'air présidentiel. Il parle de sa biographie maintenant. Voilà, c'est ça. Aussi, il a fait une petite confusion, comme Nicolas Sarkozy, entre chiites et sunnites. Donc, il savait même pas. Mais c'est grave. C'est grave, c'est assez grave, c'est vrai. Mais bon, il a déjà dit, il connaît pas le reste du monde, il connaît pas l'économie. L'économie non plus. Il connaît pas l'international, il connaît pas l'économie. Rien. Bon, le social, il s'en fout. Mais attendez, il a une certaine franchise, il a un avantage. Il faut voter pour lui. Il déteste George Bush, c'est déjà une qualité, hein. C'est pas mal pour un républicain. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire ce qu'il pense. George Bush le soutient quand même. Oui, il est obligé à peu près. Il accepte le soutien de Bush. Mais avoir le soutien de Bush, c'est pas forcément un atout, hein, parce que il est toujours à 30%, 29-30% de George Bush. Est-ce qu'aujourd'hui, le favori, c'est John McCain? À mon avis, oui. À mon avis, sur des élections dont on le rappelle, je vais vous laisser la parole, sur des élections qui étaient imperdables pour les démocrates au départ. Oui. Si jamais il y avait une année pour les démocrates, c'est cette année. Donc, mais c'est pas dire forcément que les démocrates vont gagner, c'est vrai, mais je crois que une fois résolu le combat entre Hillary Clinton et Barack Obama, les arguments contre McCain seront
assez forte, je pense. Et puis les républicains, ils sont une formidable machine à attaquer. En 88, c'est George Bush père qui a attaqué Michel Dukakis et qui a trouvé la faille qu'il fallait. Eh bien, ça a très bien marché. Ils vont chercher la bête cette fois-ci encore avec des spots, mais vraiment meurtriers contre Barack Obama. Ben oui, parce qu'aux États-Unis, c'est la différence avec la France. On y a droit. Merci beaucoup à tous les deux. On aura le temps d'en parler. Dans 15 jours, c'est la Pennsylvanie. Hein. Merci beaucoup. Je rappelle à l'avance, j'annonce Sacrée Maison Blanche. C'est dans 15 jours, ça sort, Ted? Dans 15 jours. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus. On va maintenant partir sur les unes des journaux de demain avec Saveria Rogette que j'aperçois et qui rentre sur le plateau. Bonsoir et on commence avec La Croix qui revient sur la situation des droits de l'homme en Chine. Depuis l'attribution des JO à Pékin en 2001, l'autoritarisme demeure même si la Chine a consenti quelques avancées. La Voix du Nord revient également sur les Jeux Olympiques. Après un parcours chaotique hier à Paris, la flamme est arrivée à San Francisco. Les opposants au régime chinois promettent de continuer à perturber son périple avant les JO. Ce soir, le CIO a décidé de ne pas modifier son parcours et a noté également ce débat sur le phénomène ch'ti. La vidéosurveillance à la une de Ouest France. Le gouvernement veut tripler le nombre de caméras dans les lieux publics. Dans le même temps, les plaintes se multiplient. À noter également une interview de Christine Lagarde. La ministre de l'économie révèle que la commission perçue par les banques pour la collecte du livret A va passer de 1,12% à 0,6%. Et on termine avec la tribune qui révèle les projets du gouvernement pour les fonctionnaires. Le Conseil des ministres examine demain le projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique. Une mesure mécontente les syndicats, le recours à l'intérim. Merci beaucoup Saveria. Le dernier coup de fil tout de suite, on va parler de médicaments. Avec Jean Parot, bonsoir, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. On vous appelle bien sûr pour faire réagir à ces annonces de Michel-Édouard Leclerc qui demande dans ces grandes surfaces une libéralisation du marché des médicaments. Ça permettrait, dit-il, une baisse de 25% de ceux-ci. Vous y croyez ? Bonjour. Non, j'y crois pas vraiment parce que Monsieur Leclerc est très habituel de coups de publicité et là, en fin de compte, il fait irruption dans le monde de la santé en se présentant comme le grand chevalier blanc qui va modifier l'offre de soins alors que, en fin de compte, il ne représente pas grand-chose avec ses à peu près 120 chefs de rayon. Même s'il utilise pour cela des diplômés en pharmacie, ils ne font que vendre les produits que sa centrale achète, et pour le moment, ce ne sont en fin de compte que des compléments alimentaires. Souvent, par ailleurs, les compléments alimentaires qu'il vend sont présentés de telle façon que le consommateur est abusé. Oui, enfin, alors ça c'est de la parapharmacie qui existe déjà dans les supermarchés, mais comment on va passer de la parapharmacie à la vraie pharmacie? Est-ce que ça vous semble finalement plausible, accessible pour les Français? Ça me semble assez difficile, surtout dans la mesure où le concept qu'a choisi notre ministre en collaboration avec les pharmaciens, c'est de sécuriser la médication familiale tout en la mettant en libre accès dans les officines. Les pharmaciens seront tenus d'enregistrer dans le dossier des patients les médicaments que ces patients prendront dans les officines, certes en accès plus direct puisqu'ils pourront les choisir, mais ensuite ils seront enregistrés dans leur dossier afin que lors d'une consultation médicale, le médecin puisse vérifier ce que les patients ont pris dans l'intervalle de 2 consultations, simplement pour vérifier qu'il n'y a pas eu de risque pour leur santé. Dernière question, Jean Parot, vous allez organiser une campagne de contre-pub par rapport à celle des magasins Leclerc. Vous allez avoir basé vos slogans sur quel principe? Nous allons essayer de dire la vérité aux patients.
La vérité, aujourd'hui, c'est que l'ensemble des médicaments que les patients prennent en dehors du remboursable aujourd'hui, cela représente par patient en France 28 €. Oui, mais vous allez le dire plus rapidement, j'imagine. Vous allez avoir une phrase choc, un slogan? On va avoir une phrase choc expliquant que M. Leclerc les trompe, dans la mesure où lui prétend servir dans ses 120 magasins à l'équivalent de 5 millions de patients par an, alors que nous, dans les pharmacies, dans les 23 000 officines en France, nous servons 4 millions de patients par jour. Donc Leclerc vous trompe. Leclerc se trompe d'échelle. Leclerc vous trompe, c'est ça? Ça va être. Leclerc nous trompe, ça va être cela, et je peux vous dire qu'il nous trompe de plusieurs façons qui sont très très faciles à résumer. Il nous trompe quand il nous fait confondre ou qu'il veut nous faire confondre ses marchandises avec des médicaments. Il nous trompe également quand il veut nous faire comprendre et mélanger des chefs de rayon avec des pharmaciens. Oui. Et il nous trompe également quand il croit qu'en fin de compte, en ayant peint des rayonnages en verre, ces magasins vont ressembler à des pharmacies. Très bien, merci beaucoup Jean Parot, c'était très clair, on a compris votre message. Merci bien, bonne soirée. Voilà, et également bonne soirée à Aurélien Rousseau, notre réalisatrice, à Saveria, bien sûr, Saveria. Et puis à Laurent Guez, notre rédacteur en chef et voix d'or et voix off ce soir, Cécile Sixou, Hélène Nevers qui ont préparé cette émission. Je vous salue et je vous donne rendez-vous demain soir à 22 h. Au revoir. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsena.fr.